ilẹ̀ ìlú kòjì ìpínlẹ̀ ìfà fún ayẹyẹ. ọ̀nà olùgbà kàdókò ní tójú wọn agòdì fásitì tẹ́bọ̀ ń tòkì láyé wa. ẹ̀lú ń kó fún àlẹ́ mi àkólé. mbójì gbọ́ kàjọ́ ọ̀dẹ̀ ká gbọ́ wù. mbójì gbọ́ kàjọ́ ọ̀dẹ̀ ká gbọ́ wù. ọdẹ ọdẹ à ọdẹ yẹn ń kọ́ lẹ́kùn lójú lóyún. agbọ̀dọ̀ alọ kọ́pẹ́ nga dọ́ yọ wòlé afẹ́fẹ́ mani wòlé àbọ̀ ọ̀tọ̀tọ̀ lọ ọ̀tá nọ ẹ̀ báwa bó tá nọ ẹ̀ mọ̀ dá tó tẹ̀mí sádùkú ẹ̀ ké ayé wà á ó léwu yẹn àṣà ẹ̀dá tó kú kọ̀ máa ń di ọ̀gbùgbà àwa pàdé ń bi tó báyìí ni ó lè dẹ́ndé ewu yẹn gudugudu àwọn kùtì ni àkọ́bá nìkan wọn àtú àjíláwọ̀ àníkàlù yèyè díẹ̀ àdé awòlọ́ àwọn kùtì nǹkan yà bẹ́ẹ̀ gudugudu àgọ́lọ́ yọgọ́ àgọ́lé ọba ayé wò ta nkókú bísí nkọ́gbà àwọn àna títí kó tó aago mẹ́wàá kan ẹ̀ ayé òkè yọ ó ṣubú nìkan. olùfà kan náà lákútó bẹ́ẹ̀ ìjìnlẹ́pẹ̀ ńlọ ni mílí yóò sùn sí ní nàrún pàǹtà ẹ̀ ogun bá dẹ́nu mi yẹn gbá ní ọgbẹ̀dẹ̀ pé egi ǹdẹ̀tí ẹ̀ pọ́n sí ni bẹ́ẹ̀ ǹdẹ̀tí pápá kẹ́ ẹ̀ nfudi zon tẹ́lẹ̀ ń wo títí ṣe ń pajú wò mí mo ní wò yóò wò mí àjìnàkún ni mi wò lọ bẹ́ẹ̀ kí nǹkan pa àjìnàkún máa ń padà wá máa wá pẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ kí n pa àjìnàkún àjẹbọ ẹ̀ náà ọlọ́run ejò ẹ̀ ọ̀fà àjìnàkún ẹ̀ fún mi léde òun yà ní ó búlẹ̀ síbẹ̀ yé màá sàjì ìfẹ́ ẹ̀ gbóngbó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní òǹde yóò ń dé ojú ẹ̀ fún mi èmi bẹ́ẹ̀ ní kó tó náà máa ń kó pé bẹ́ẹ̀ gbó lórí mo yà ń nọ mí ẹ̀ síbẹ̀ ó sún bíyà gbìmí ó túbúlẹ̀ bẹ̀ yé ń pa ìjìnàkún ẹ̀ láì fàágùn. mọ̀ pikili ń yé mọ̀ pikili ọ̀ dáhùn a dìkì wá yé a dìkì wá mọ̀ sálọ lókùkù yé mọ̀ jí ẹjẹ́ kejì ẹ̀ ń kọ̀ máa ní ìsopá yá ẹ̀ yé mọ̀ jí ẹ̀ máa tọ́ lọ yé mọ̀ ń débà ní oṣù lákàtà gbófu kú ẹ̀ ọgbọ́n àwọn ẹ̀kọ́ fún lumi mọ̀ fàṣẹ náà ó fọwọ́ ẹ̀ lu rẹ̀ ọwọ́ yóò fún lu rẹ̀ gbà yàmi ètù náà ẹ̀. Il a sorti ça dans le ventre d'un animal. Ça fait 18 ans. Dans le ventre du phacochère. Voilà quelques belles et merveilleuses aventures que d'anciens chasseurs racontent avec Faconde au crédit d'une fête des chasseurs dans un village du Bénin, en Afrique occidentale. En effet, depuis longtemps, très très longtemps, des confréries de chasseurs de plus de 30 villages de notre pays, le Bénin, se rencontrent d'une manière rotative dans l'une de leurs localités pour fêter, chanter, danser, faire des démonstrations de force et surtout pour raconter leurs différentes aventures au cours de l'année. Ils visent ainsi à chanter et célébrer leur bravoure et leur supériorité sur de redoutables animaux sauvages et féroces de la forêt. Mais d'année en année, ces merveilleuses histoires qui amusaient l'assistance et qui suscitaient la curiosité de tous deviennent de plus en plus rares ou ne se racontent désormais qu'au passé, car la forêt, qui se dégrade dangereusement, offre de moins en moins d'animaux sauvages. Il y a donc de moins en moins d'aventures à raconter. Alors, d'ici à quelques années, si rien n'est fait, ni nous-mêmes, ni nos arrière-petits-enfants ne verront ou ne reverront plus jamais ces animaux-là. Pour remédier à cette situation, afin d'offrir aux générations futures la chance et le plaisir de voir ces animaux, le gouvernement béninois, avec le soutien des partenaires au développement, a mis en place le projet PANF, projet d'aménagement des massifs forestiers d'Agua, des monts Koufé et de Warimaro. Le dit projet, logé dans l'enceinte de la Direction des forêts et des ressources naturelles,
est sous la coupole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le projet d'aménagement des massifs forestiers des monts Koufé d'Agua et des monts Koufé est conçu pour régler les problèmes de désertification qui se posent au plan national. Vous voyez donc au sud, il y a à peu près 60% de la population de notre pays regroupée sur à peine les 10% de la superficie nationale. Et il y a eu donc une grande pression sur l'utilisation des ressources naturelles. Dans le nord, vous voyez déjà au Niger, il y a beaucoup de problèmes de désertification. Vous voyez les peuples transhumants, les gens qui viennent vers le sud pour la recherche de bois, et ainsi de suite. Donc, les massifs forestiers d'Agua de Mont Koufé de Wari Maro sont un peu au milieu entre le sud et le nord. Donc, si on ne fait pas de gros efforts pour préserver ce qui existe, à terme, on aura une avancée de la désertification dans notre pays et le sud étant en train déjà de se dégrader, le nord en train de se dégrader, le milieu aussi va prendre et nous allons avoir la situation chaotique qui existe dans les pays désertiques. Donc il est très important que des mesures soient prises pour préserver cet acquis qui reste. Parce que nous avons toujours l'impression que les ressources naturelles sont données par Dieu et qu'on peut les utiliser n'importe comment, ce qui n'est pas vrai. Il faut donc veiller à une utilisation rationnelle de ces ressources-là pour que nous puissions en bénéficier et que nos enfants et nos arrière-enfants peuvent aussi en bénéficier. De l'autre côté, il y a beaucoup plus de braconnage dans les forêts classées. Les animaux qui étaient dans la forêt classée ont complètement disparu depuis 1996. Et c'est depuis ce temps qu'on a déjà fait le constat que la forêt est en perpétuelle dégradation et ses ressources s'appauvrissent de jour en jour. Le PAMF, c'est un projet de gouvernement qui est chargé d'aménager 3 grands massifs forestiers. La forêt classée d'Agua, la forêt classée des Monts Koufé et la forêt classée de Wari Maro. C'est un projet de développement intégré de cette région qui couvre Banté, Manigri et Tchaourou. C'est l'État béninois qui a préparé ce projet, a soumis ça aux bailleurs de fonds. Et ça a commencé concrètement depuis 2002. Les activités réelles ont commencé depuis 2002 et ça doit durer 5 ans. Nous avons en total 175 mois d'expertise internationale à faire ici et environ 106 mois de personnel national. Ça concerne au niveau international 13 experts et au niveau national 25 experts. Donc c'est un projet qui est vraiment appuyé par une expertise nationale et internationale très consistante. C'est parce que le travail de ce projet est extrêmement divers et compliqué. De façon globale, il faut qu'à la fin de cette première phase du projet, nous disposons de 3 documents de plan d'aménagement. Ça, c'est comme on dit, le gros objectif du projet. Et puis, en dessous, nous avons 28 000 hectares de plantations d'enrichissement à réaliser, 1500 hectares de plantations en plein et des activités d'accompagnement, des actions d'accompagnement. PAMF, c'est vraiment un grand projet, c'est très complexe avec beaucoup de sous-activités. Les plus grandes activités sont sur les ressources naturelles, mais il y a aussi beaucoup d'activités à côté pour le revenu. Ça, c'est dire, le plan d'aménagement, ce n'est pas seulement un plan d'aménagement des forêts. Les activités comme les apicultures, comme les zoolacodiculture, toutes les autres activités sont intégrées dans le plan d'aménagement participatif avec la participation des paysans, avec la participation des comités, les chefs chasseurs. Ça, c'est notre base de planification. En fait, le projet, dans sa conception, a 3 composantes. Il y a une composante A, qu'on appelle gestion durable des ressources naturelles, une composante B qui est action d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de planter ou bien de conserver, il faut permettre aux populations riveraines aussi d'avoir de quoi manger. Parce que celui qui a le ventre vide n'a pas beaucoup de soucis pour la conservation de l'environnement. Donc il est nécessaire de les accompagner
en termes d'activités génératrices de revenus, en termes de construction d'infrastructures socio-communautaires, ainsi de suite. Et le volet C, comme je dis, c'est un volet transversal qui s'occupe de la gestion de tout l'ensemble du projet. Et donc, au niveau du volet de la composante A, nous avons les actions de reboisement. Les actions de reboisement, que ce soit reboisement en plein, c'est-à-dire qu'on coupe ce qui existe et on replante de nouvelles essences. Souvent, nous les appelons les essences nobles, les essences qui sont utiles pour l'avenir. Donc, il y a les plantations, en dehors des plantations en plein, nous avons ce que nous appelons les plantations d'enrichissement. C'est-à-dire, notre objectif n'est pas de couper tout, mais là où on a des zones vides, des zones complètement dégradées, on intervient pour planter des essences nobles. Donc, dans des trouées, pour éviter de continuer de dégrader l'environnement. Donc, il y a aussi des activités qui concourent à la conservation d'un ensemble d'espaces pour que la faune donc c'est les animaux sauvages, la faune puisse trouver là où elle va rester et prospérer. Pour la production de plants, on a mis une stratégie en place qui permet, n'est-ce pas, de valoriser ce que les gens font au niveau des terroirs. Les pépiniéristes ou bien les populations savent les différents types de semences autochtones, à savoir Caïcédra, Afzelia, Ceiba. Ils savent ça. Donc on leur dit, il faut nous collecter les semences. On collecte les semences et nous on apprécie la qualité de ces semences par rapport au taux de germination et par rapport à sa capacité de fournir de beaux plants. Donc là, nous signons des contrats et périodiquement avec eux. Au début de chaque campagne, on les aide à trouver les sachets et ils vont collecter les semences. Donc nous payons la collecte de ces semences, nous les mettons à leur disposition. Nous leur apportons aussi un appui technique pour un recyclage, par exemple pour les gens qui ont été formés, pour comment lever la dormance, par exemple pour les graines de teck, les graines de milicia. Milicia, c'est Iroko qu'on appelle. Comment faire en sorte pour que ça pousse bien. Donc nous leur apportons cet appui technique, cette formation, pour nous assurer que ce qu'ils sont en train de faire se fait dans de bonnes conditions. Donc là, ils produisent les plants et à la fin, nous rachetons ces plants-là auprès d'eux. Donc on leur assure une formation technique et nous leur assurons, disons, l'issue de leurs produits. C'est-à-dire que la vente est assurée. Le PANF a investi rien que pour ça environ 400 millions au niveau des villages riverains des 3 forêts classées. Ce qui fait que si on fait la répartition au niveau de ces villages, ça fait environ 9 millions de francs CFA par village et par hameau qui ont été investis rien que pour les activités de production de plants et de mise en place des plantations, des différentes plantations. Et par rapport à ces plantations, pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a fait pour 2005 par exemple, on a réalisé environ 8 920 hectares de plantations d'enrichissement et 321 hectares de plantations en plein. Pour pouvoir les faire, on a produit environ 1 610 000 plants de plants forestiers, toutes essences confondues. Globalement, au niveau des prévisions en matière de plantation, nous avons réalisé à peu près les 60% des objectifs globaux du projet. Donc il nous reste 40%. Mais nous n'avons plus qu'une année en fait. Et certains nous posent la question de savoir est-ce que les objectifs seront atteints. J'ai dit, la première année, la première campagne, on s'est cherché. À partir de la deuxième campagne, bon, on a été un peu plus... Et cette troisième campagne-là, nous avons dépassé le rythme annuel qui était prévu dans le document de projet. Et nous estimons que la dernière année sera mise à profit pour terminer le programme de reboisement. À cela, il faut ajouter maintenant les travaux relatifs à la restauration et de l'habitat de la faune et à la pérennisation, n'est-ce pas, de la faune. Par rapport à ça, l'innovation principale du PANF est d'identifier une autre méthode de suivi de la faune dans le temps et dans l'espace.
Et cette innovation, après des différentes études, ça nous a conduit à identifier la méthode d'indice kilométrique d'abondance qui permet de suivre au moins 3 fois dans l'année l'évolution de la faune dans le temps et dans l'espace. Et ce qui est plus important de ça, c'est que les espèces, les animaux qui ont disparu, comme le lion, l'hippotrade, l'hippopotame, le lycaon, il y a en 1996 qu'on trouve rarement, on a commencé par avoir ces indices au niveau de nos forêts, et de nos 3 forêts classées. Bien. Donc, en dehors de la composante A, où nous réalisons des opérations de plantation et nous accompagnons les comités, nous faisons ce qu'on appelle les actions d'accompagnement. Ces actions d'accompagnement intègrent l'apiculture. L'apiculture, c'est-à-dire l'élevage des abeilles, où nous utilisons 2 types de ruches, c'est-à-dire les ruches lance-strophe et les ruches kenyanes. Et nous avons ciblé 125 apiculteurs pour la première phase. Et nous les avons formés. Et ces apiculteurs installent déjà les ruches. Et nous allons organiser à travers le système de mise en marché collectif les produits de la ruche avec ces apiculteurs-là. Nous faisons l'apiculture parce que le paysan ou bien les populations, lorsque vous leur demandez de ne pas allumer par exemple des feux de brousse en désordre, ils ne voient pas très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à l'allumage de ces feux. Mais lorsque il arrive à installer par exemple des ruches qui vont lui permettre d'avoir du miel pour manger et pour vendre, il a déjà souci de faire en sorte que ces ruches-là ne soient pas brûlées. Donc l'apiculture pour nous permet aux populations d'avoir des revenus, d'avoir de la nourriture, tout en conservant de manière indirecte l'environnement. Donc c'est ça qui nous a motivés à développer les actions d'apiculture. Et puis ensuite, de l'accumulation du miel au niveau de ces rayons qui sont bâtis. Vous avez ici une colonie particulièrement pas très agressive, hein, contrairement à ce qu'on connaît des colonies africaines. Donc on essaye de voir à quelle étape sont les abeilles. Et ici, raisonnablement, on constate que le travail s'est arrêté dans la progression à ce niveau-là. Voyez un peu comment les abeilles travaillent. Les abeilles s'entretiennent pour pouvoir bâtir donc, les rayons sur les lattes au niveau donc, de la ruche kenyane. Donc ici, ce rayon n'est pas encore bâti. Le rayon n'est pas encore bâti ici sur cette latte. Mais ici, il y a déjà des lattes qui sont déjà bâties. Eh bien, voilà. Voilà un peu une latte bâtie avec du miel operculé. Et donc, c'est ce miel-là, le miel operculé, c'est-à-dire que lorsque vous regardez un peu le rayon, vous allez voir des parties qui sont vides et vous allez voir des parties qui sont bouchées. Les parties qui sont bouchées, c'est donc du miel accumulé. Et donc, on appelle ça donc, miel operculé. Donc, c'est ça qu'on amène. Ici, on amène ça au niveau de la presse à miel pour enlever le miel. Et quand c'est le cadre de la ruche lance-strophe, on amène ça au niveau des extracteurs. Donc ça, c'est un rayon bâti. Et lorsqu'il est complètement bâti, ça fait environ 1,5 litre de miel. Comme ça. Et nous avons, au niveau des ruches que nous avons dans ce village-là, nous avons des ruches qui ont 22 lattes. Voilà. Je suis apiculteur à Agramaro, antenne Agbassa. Et j'ai formé par le PANF et j'ai reçu la formation. J'ai des outils à travailler. Il y a 5 riches, 2 richettes, l'enfumoir, la chemise et des bottes, lève 4. Je suis content de PANF. Ils m'ont bien formé parce que l'apiculture est une bonne chose. Le miel nous donne
une bonne chose chez nous ici. Dans notre zone ici, il y a beaucoup des abeilles. Je suis content de ça. Nous avons formé au total 349 apiculteurs, à savoir 125 en 2004 et 224 en 2005. Nous avons pu installer 2100 ruches avec un coût global de 50 millions environ. Nous, par exemple, nous avons convenu avec les chasseurs d'arrêter pendant un temps donné les activités de braconnage. Le braconnage, donc, c'est l'abattage illicite et illégal des animaux. Donc, lorsque nous leur demandons de suspendre ponctuellement ces activités, il faut leur trouver des sources de revenus alternatives. Et ces sources de revenus alternatives ne peuvent arriver que par la promotion de l'holacodiculture parce que ça donne de la viande. Ils peuvent aussi vendre. Au niveau de l'holacodiculture, nous avons installé 83 holacodiculteurs avec la mise en place donc, de 86 groupes de géniteurs. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux d'accroissement d'environ 25%. Maintenant, il reste à renforcer ça. Parce que l'itinéraire technique n'est pas encore tout à fait maîtrisé par les partenaires. Il y a des holacodes qui meurent, donc il faut pouvoir les recycler, leur montrer comment il faut suivre pour que les taux de mortalité soient réduits, ainsi de suite. L'apiculture aussi, il faut un suivi plus renforcé et installer peut-être les mielleries que nous avons prévues pour que le miel qui va être produit soit bien transformé pour être de bonne qualité. Nous avons aussi conçu des activités d'aménagement des bas-fonds parce que nous pensons qu'il faut utiliser la force qui existe là. Si nous demandons de réduire la pression sur la forêt, il faut que les gens puissent utiliser leur force ailleurs. Donc, en valorisant les bas-fonds, cette force-là va être utilisée. Nous avons pu aider donc à l'aménagement de 22 hectares de bas-fonds rizicoles avec donc un rendement moyen de 1,2 tonnes de riz paddy à l'hectare. Et nous avons fait aussi la promotion des producteurs de semences locaux pour permettre aux populations productrices de riz d'être quand même un peu indépendantes vis-à-vis donc des fournisseurs de semences qui sont un peu loin de leur site. Nous avons dans ce bas-fond semé 2 variétés de riz. La variété Béris 21 comme l'indique la plaque qui est là. Et puis la variété Wilta 4. Bon, donc en dehors de ça, nous faisons aussi la promotion de l'écotourisme. Il y a certains sites à caractère particulier qui peuvent donc attirer les touristes. Et c'est l'exemple de Monsoubac Pérou, c'est l'exemple des mâts crocodiles à Banté. Donc c'est des endroits que nous aménageons pour attirer donc les touristes. Et ça fait partie aussi des actions d'accompagnement. Nous avons aussi conçu des activités avec les femmes. Parce que de temps en temps maintenant, il faut aider les femmes à se prendre en charge. Et lorsque vous allez vous prendre en charge, si vous n'avez pas une force économique, c'est toujours difficile. Donc on donne de petits crédits aux femmes pour leur permettre de mener des petites activités génératives de revenus, ainsi de suite, pour améliorer leurs revenus et contribuer aussi à la gestion du foyer, ainsi de suite. Donc ces activités, nous les menons avec les différentes couches partenaires de la société qui sont dans la zone d'intervention du projet. Au niveau des tout petits crédits, nous avons injecté au niveau des groupements de femmes 7 330 000 et ce crédit va en s'accroissant. Et ça a pu toucher donc 419 femmes organisées en 32 groupements de femmes. Onimi ngai baba nche koko onimi ngau eye mfincheu onimi ngakocha nchioi onimi ngai pa nche kulikuli onimi mbelibo nsin jade fa babi ama kokpo fa ni owó ni kokpo ọ̀run ko legbe ni
à ń wò pọ́ǹpù kó tó wo owó ní kó fi kún fáàsì lówó kó lè jẹ́ à ń hàn àmọ́ kò pọ̀ ọyẹ owó ní kó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ká lè fi gbé ìlọsíwájú wa kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Il y a aussi, par exemple, la valorisation des noix de karité. Vous voyez, les noix de karité, il y en a beaucoup dans la zone. Et nous estimons que si on peut arriver à aider les populations qui exploitent déjà ces ressources-là, à valoriser davantage, ça nous permettra de les contenir, de valoriser les produits forestiers, nous appelons les produits forestiers non liés, de valoriser ces produits forestiers et d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Au niveau du karité, nous attendons en moyenne 90 x 4, soit 360 tonnes de beurre par campagne. Là, nous sommes en phase de démarrage parce que les ateliers de fabrication de noix sont en cours de finition et bientôt donc, les femmes vont démarrer cette activité-là. Au niveau de la réhabilitation des anciennes plantations d'anacarde, nous sommes en train de réhabiliter environ une 60aine d'hectares cette année et nous allons continuer de façon à réhabiliter l'entièreté de la plantation domaniale d'anacarde installée par l'ex-SNAFOR. Voilà donc les activités alternatives que nous faisons pour aider les populations dans la composante B du projet. Il y a aussi donc des actions de construction. Parce que nous sommes dans une zone plus ou moins pas trop enclavée en tant que telle, mais nous avons au programme de réaliser des pistes qui sont déjà réalisées, d'autres sont encore en cours. Nous travaillons avec des populations où la scolarisation n'est pas encore très poussée. Nous sommes en train de construire 12 écoles éparpillées dans les 5 communes. Nous sommes en train de construire 6 centres de santé répartis aussi dans les communes. Nous sommes en train de construire des forages parce qu'il faut que la population riveraine trouve de l'eau, ce qui est un problème crucial dans la zone quand nous sommes arrivés. Donc nous avons 17 forages fonctionnels, dont 4 dotés de châteaux. Et en plus pour l'administration forestière, effectivement, nous sommes en train de construire des postes forestiers et des maisons d'habitation pour les agents forestiers. L'antenne de Manegri est l'une des 4 antennes du projet qui couvre la partie ouest, une grande partie de la partie ouest des Monts Koufé en venant de Banté. Vous rentrez dans l'antenne à partir de Adon, situé à une 50aine de kilomètres du siège de l'antenne. Donc ça couvre la partie ouest et puis la partie nord des Monts Koufé. Nous travaillons avec 7 confréries de chasseurs. Nous demandons à ces confréries surtout la surveillance. L'antenne PANF de Banté, c'est l'une des 4 antennes du projet PANF. Et c'est situé sur le plan administratif dans le département des collines, à cheval sur 2 communes, à savoir la commune de Banté avec 9 arrondissements et la commune de Savalo avec 1 arrondissement. La spécificité, comme vous le demandez au niveau de l'antenne de Banté, nous avons la forêt classée d'Agua qui relève entièrement de l'antenne de Banté. Cette forêt classée est une forte emprise agricole. Pendant longtemps, cette forêt a été abandonnée par l'administration. Les colons agricoles ont occupé de façon anarchique cette forêt. C'est ce qui justifie d'ailleurs les efforts concentrés dans cette forêt pour installer les plantations agroforestières, puisque tout est pratiquement dégradé. Et actuellement, le projet fait un travail excellent pour canaliser un tant soit peu ces colons qui ont envahi la forêt. Il s'agit du zonage. C'est un document qui va regrouper tout ce qui va être fait dans la forêt. Parce que tout comme le paysan dans son champ dit, ici je vais mettre ma plantation de teck, ici je vais planter le liam, ici je vais planter le manioc, ici je vais planter le niébé. C'est comme ça un plan d'aménagement. Et qui dit, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui va être mis en place. Et le zonage en particulier définit ces activités-là. Il va dire, ici on va mettre les plantations, ici les peuls vont passer, parce que tous les partenaires du projet, tous ceux qui sont utilisateurs de la forêt, doivent trouver leur place.
Donc le zonage a pour objet de dire, vous allez passer par ici, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et nous sommes en train de délimiter parce que, par exemple, dans certaines forêts, les populations ont déjà occupé en faisant des champs. Et ces champs ne peuvent pas être dispersés partout. Il faut les regrouper quelque part. Il faut que là où ils vont rester, il faut que ça soit quelque part. Là où les peuls vont passer, il faut que ça soit quelque part. Pour éviter les conflits entre agriculteurs, éleveurs, et ainsi de suite. Donc le zonage a pour objet de définir ça et matérialiser. Et je veux parler d'une particularité au niveau de l'antenne d'Agbassa, c'est que nous avons un site touristique, le site touristique de Carnotville qui est un de ces vieux bâtiments que les colons ont construit sur une colline. Et c'est un site vraiment fantastique et vraiment j'invite le peuple béninois à y penser. Et le PANF fait déjà, le PANF a ça dans ses objectifs, la promotion donc de ce site touristique. L'antenne de Wari Maro est située à l'extrême nord du projet PANF. Donc c'est une antenne qui couvre l'arrondissement de Bétérou dans la commune de Tchaourou. Et cette antenne s'étend sur 4 villages administratifs. Le village de Bétérou, le village de Banigui, le village de Sinaou et le village de Wari Maro où siège l'antenne. Les tout petits crédits, comme son nom l'indique, c'est de petits crédits qui sont faits en faveur des femmes. Donc, compte tenu de la performance de cette activité l'année dernière, eh bien, le PANF a jugé bon d'augmenter le taux alloué à ces femmes. Donc, le taux est ainsi passé de 10 000 francs à 20 000 francs par femme. Donc, c'est une activité qui est très promoteuse. Les femmes sont très contentes de cette activité et nous espérons que ça ira bien puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons pas enregistré d'impayés. Il faut dire que c'est une zone qui est... L'activité est venue à point nommé en ce sens que les institutions de microfinance étaient absentes au niveau de notre zone d'intervention. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est très apprécié par, disons, les femmes bénéficiaires de cette activité. Les revenus tirés, disons, du partenariat, de la prestation des comités de reboisement, des pépiniéries, ça génère beaucoup de sous. Et aujourd'hui, par exemple, tous nos comités se sont achetés des motos. Des gens qui avaient des maisons en paille ont tollé les maisons. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses. Et quand vous allez dans le village, quand les campagnes commencent, vous sentez qu'il y a de l'argent qui se brasse. Pour vous dire, je suis pratiquement la plus petite des antennes, mais cette année, les contrats que le PANF a signés avec les prestataires locaux, je veux dire, s'élèvent à 60 millions. 60 millions pour 6 villages ou 7 villages, imaginez ce que ça donne. Si chaque ménage doit avoir quelque chose, vous voyez, c'est beaucoup. Nous sommes venus assister à la fête annuelle des chasseurs. Et ordinairement, les chasseurs se retrouvent tous les ans, au moins une fois, dans un des villages de la zone PANF. C'est une manifestation organisée par les chasseurs eux-mêmes, mais appuyée par le projet. Parce que les chasseurs constituent un maillon très important dans la sauvegarde de la forêt. Le nombre de participants, nous ne pouvons pas l'estimer exactement, mais on peut l'estimer à plus de 200 participants, des représentants des confréries venus des différents villages riverains de la forêt. Ces participants, je crois, sont très enthousiastes. Tous les participants sont arrivés effectivement la veille, dans la journée du 12, et hébergés par leur père. Le projet les a aidés dans l'organisation matérielle et financière de cette manifestation. Parce qu'on estime que mieux les chasseurs seront organisés, mieux cela vaut pour la forêt.
Je voudrais respectueusement remercier le directeur du projet PANF pour sa collaboration, pour les innovations qui ont permis d'obtenir des résultats de qualité avec le conseil communal de Basila. Monsieur le président des confréries, je voudrais respectueusement vous féliciter et à travers vous, tous les chasseurs, parce que il y avait déjà quelques années, parmi vous, on disait que certains étaient des braconneurs, d'autres étaient ceux-là qui, pour faire la chasse, devraient se cacher pour le faire, et d'autres encore, puisque c'est leur activité de survie, ils devraient terrasser les animaux comme des éléphants, des buffles, des lions, et j'en oublie volontiers. Mais au-delà de ces qualités, où vous avez choisi mener une lutte contre les animaux et des fois contre les génies, vous avez opté et accepté devenir les chasseurs protecteurs de la faune et de la flore. C'est une mission noble que vous aviez optée. Et cette mission, c'est en faveur et à la faveur du conseil communal de Basila. Et nous tenons au nom du conseil à vous remercier, à vous féliciter et à prier Dieu Tout-Puissant qu'il vous bénisse et qu'il vous oriente, qu'il vous donne la meilleure boussole pour cette mission. nkan agudugu na nkan nene fua akitu fu ene kunukun ako ya pátápátá ndi anwa oloko je ankan ise ìjọba ire tutu àlàáfíà àti ẹ̀mọ́ tàdí ogbuya paloko alewa. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une festivité des chasseurs. C'est avec la gaieté et la joie que je vois tout le monde présent. Donc, au nom de tout le monde, de nos aïeux, les membres de nos ancêtres, je passe par 7 minutes pour remercier et pour prier à tout le monde. Notre présence ici cette année revêt un caractère particulier en ce sens qu'elle n'est pas seulement une réponse à l'invitation à la fête annuelle des chasseurs, mais elle est également une occasion pour faire le bilan d'une année de collaboration, d'une campagne d'activité et de récompenser les 5 meilleures confréries sans qu'aucune d'elles n'ait pour autant démérité. Ayant compris très tôt qu'aucune gestion durable des ressources forestières ne peut être faite sans la participation des populations riveraines et des usagers des forêts, le projet vous a fait confiance et a engagé avec vous des relations de partenariat. Dès lors, il n'a cessé de vous confier des responsabilités de plus en plus grandes
dans la gestion des 3 massifs forestiers dont il a la lourde charge d'aménager. Ainsi, le bilan sommaire de la campagne 2004-2005 écoulée montre que des actions menées par vos diverses confréries ont permis d'organiser au total 1499 patrouilles dans toute la zone d'intervention du projet. Ces patrouilles ont permis de déguerpir 12 colons agricoles, de saisir 109 pièges, 22 fusils, 12 vélos ou motos ayant contribué au braconnage et à l'exploitation illicite des forêts. De même, 6 tronçonneuses en pleine activité de destruction des forêts et plus de 1000 madriers ont été saisis et compte en est rendu au directeur des forêts et des ressources naturelles. Ces résultats très encourageants montrent votre volonté à œuvrer pour la restauration de nos forêts. Les prix qui vous seront donnés ici constituent un encouragement à mieux faire. Ils sont donnés aux 5 meilleures confréries sur la base des critères bien définis qui vous ont été expliqués. Je ne saurais terminer cette intervention sans témoigner toute ma gratitude à nos bailleurs de fonds et à nos autorités politico-administratives, notamment les maires de la zone d'intervention du projet, pour leur franche collaboration. Vive le PAMF, vive la coopération entre le PAMF et les CVC, vive le Bénin et vive la fête des chasseurs. Ainsi, le 5e prix de 200 000 francs CFA va à la confrérie villageoise des chasseurs de Okuta-Ossé. Le 4e prix de 400 000 francs CFA à la confrérie villageoise des chasseurs de Ikoko. Le 3e prix de 600 000 francs CFA à la confrérie villageoise des chasseurs de Bétéro. Le second prix, lui, de 800 000 francs CFA à la confrérie villageoise des chasseurs de Banon. Et le premier prix de 1 million de francs CFA à la confrérie villageoise des chasseurs de Manigri-Ikani. Va à la CVC de Manigri-Ikani. J'ai au moins 25 amis qui travaillent avec moi, qui font la surveillance. Et quand on trouve, on arrête, on envoie ce qu'on arrête à l'antenne. On arrête les fusils, les gens et les fusils avec les pièges. Mais pour les pièges, donc si les gens ont tendu les pièges, en allant comme nous-mêmes, on était dedans, on faisait ça. Bon, comme on connaît déjà les manières là, on arrête. Ce que nous sommes en train de faire avec PAMF, c'est très important pour nous. Très important même. Puisque nous on voit qu'après, on va gagner plus que ce temps-là. Donc c'est un avantage pour nous dans notre village. Tout le monde ne peut pas comprendre à la fois. Mais je pense que la majorité ont compris ce que nous sommes en train de faire avec PAMF, que c'est une bonne chose si on peut continuer et que ces animaux, ces arbres, ces forêts qui sont disparues peuvent revenir, ce serait une bonne chose. Donc, je vais dire que la grande majorité de la population, même ceux qui ne sont pas des chasseurs, ils sont contents. Donc, celui qui peut dire maintenant il n'est pas content le travail là, donc il faut connaître lui, il est foutu. Il faut dire mais il est mort. C'est un travail sérieux. Dieu connaît, la terre connaît. Je suis arrivé pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est que je suis fils de chasseur. Le vieux qui a esquissé quelques pas de danse ici, à près de 106 ans, il fut ancien chef des chasseurs sur le trône. Donc je suis venu soutenir mes parents chasseurs et voir dans quelle mesure les aider à valoriser cette technique de chasse. Et vous savez,
il y a beaucoup de secrets, vous avez entendu, des secrets qu'ils rencontrent dans la brousse, des techniques de chasse, les difficultés qu'ils rencontrent dans la brousse. Je crois que c'est intéressant, c'est un patrimoine riche que nous allons pouvoir valoriser. La seconde raison, je suis aussi venu soutenir le PANF, le projet d'aménagement des massifs forestiers Moncoufé. Manigri en temps était une zone giboyeuse. Nous avons des arbres, les gens quittaient le mono et quittaient un peu pour venir abattre les arbres. Aujourd'hui, avec la protection, n'est-ce pas, de l'environnement, la faune et la flore, nous avons estimé que c'est d'une utilité vraiment publique. Il faudrait que d'ici 10 ans, nos enfants puissent voir les éléphants qu'on a abattus, qu'ils puissent voir les lions, et que cette zone aussi, à l'instar de la Pandjari, à l'instar des autres zones synergétiques, que notre zone soit vraiment préservée. Donc je suis venu apporter ce soutien. Nos impressions sont très bonnes. Et nous disons que c'est au-delà même d'une fête des chasseurs. C'est aussi un acte de sauvegarde de nos diversités culturelles. Et c'est aussi un acte de développement. Et ce que nous avons vu là nous a trop enchantés, nous a émerveillés. Et nous avons vu des chasseurs qui ont pris des engagements de bien faire, de mieux faire, de sauvegarder nos ressources naturelles. Nous avons vu des chasseurs qui ont été, des confrères qui ont été primés. Mais ce prix, nous pensons qu'il va créer une émulation entre les confréries et non une jalousie. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce qu'au niveau de la commune de Chaourou, nous avons un vaste étendue de forêt et dans deux localités, la localité de Warimaro et la localité d'Agbassa. Il faut vous dire que les populations se réjouissent aujourd'hui parce que nous avons assez d'aisance forestiers. Et il faut dire que les exploitants forestiers n'arrivent plus à pénétrer cette forêt. Nous avons aussi des espèces, des animaux que nous retrouvons. Nous avons nos rivières qui sont très poissonneuses et le PANF est en train de jouer un grand rôle. Nous avons comme bailleur de fonds de ce projet la Banque africaine de développement, et la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ce sont les deux gros bailleurs de fonds que nous avons. Et sincèrement, je les remercie pour avoir accepté de financer ces infrastructures, ces réalisations. Et comme partenaires locaux, c'est normal, nous avons les populations riveraines avec qui nous travaillons et nous avons la collectivité, parce que le projet qui rentre dans le système, dans l'avènement de la décentralisation, nous travaillons aussi avec les maires. Et ces maires, je vous assure, nous travaillons avec 5 qui sont parfaitement contents et qui ont compris l'importance de la conservation, de la gestion des forêts qui se trouvent sur leur territoire. Et ils sont vraiment contents et puis je les remercie pour l'engouement qu'ils ont pour le développement, pour la gestion de ces forêts. Donc nous pensons qu'en termes de bilan, ce que nous avons acquis comme résultat avec les populations n'est pas mauvais. Toujours est-il qu'il faut être derrière ces populations-là pour continuer la sensibilisation parce qu'ils étaient habitués depuis, disons, des siècles à une manière de gérer la forêt. Il est vrai que lorsque la population est faible, on continue peut-être toujours de trouver les ressources à partir de la forêt, mais avec notre population galopante, si on continue comme ça là, on ne pourra plus satisfaire tout le monde. Donc il faut continuer de sensibiliser les gens. Donc nous avons tous intérêt au niveau du personnel, mais même au niveau de la population aussi, on sent l'engouement à leur niveau, on sent qu'elles ont la volonté parce qu'après tout, ce sont elles qui bénéficient, ils sont les premiers bénéficiaires de la forêt et qui ont senti, avant même que nous arrivions, le besoin de protéger. Quand je prends le cas des chasseurs, aujourd'hui, ils ont pris cette résolution de ne plus chasser pendant un certain temps, avant que nous arrivions. Donc quand nous sommes arrivés, nous les avons appuyés du point de vue organisationnel, du point de vue technique. En conclusion, les objectifs suivent leur cours et seront atteints d'ici la fin. On a eu une prorogation d'1 an, donc nous continuons en 2006. Et d'ici la fin de l'année, nous allons boucler les objectifs puisque nous en avons tenu compte dans la planification de l'année 2006. Ce projet est un projet participatif, un projet mou. Qui dit mou, ça met du temps pour prendre. Nous sommes en train de finir 5 ans. Voilà les résultats que nous avons. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est déjà fini. Des gens que nous avons préparés, que nous avons formés, à qui nous avons cédé
des responsabilités de gestion. On ne peut pas en 5 ans les laisser. Donc la perspective de ce projet, c'est nécessairement faire en sorte que les actions soient durables. Et pour que ça soit durable, l'administration forestière ne peut pas les laisser tout de suite. Il faut nécessairement une seconde phase de ce projet, ce qui est déjà en cours d'être préparation. Et des bailleurs de fonds sont déjà conscients pour pouvoir nous accompagner encore dans cette phase, pour qu'on puisse accompagner et vraiment responsabiliser la population pour la gestion des ressources forestières. 5 ans, c'est pour un projet de grandes dimensions comme PAMF, c'est vraiment une coup de terme. Hein. Normalement, j'ai bien travaillé dans les autres projets. Les projets sont normalement planifiés pour 10 ans. Parce que maintenant, nous sommes dans la phase d'investissement sur les plantations. Mais le grand travail, c'est après 5 ans. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de travail qui est resté comme entretien, qui est vraiment important, comme le plantation brûle. Dans une semaine après, c'est déjà fini, notre capitale est brûlée. Ce qui va consister la base même de la seconde phase, c'est la consolidation de toutes les actions que nous sommes en train de faire maintenant, des acquis. Et en plus de ça, nous sommes présentement en train d'intervenir seulement dans les forêts classées de l'État. Malgré la décentralisation, ces forêts classées demeurent propriété de l'État central. Or, avec les collectivités, n'ayant pas d'autres sources de revenus, c'est surtout sur les ressources naturelles que les gens se basent. La deuxième phase va se concentrer à créer des forêts communales pour ces communes où il y a de l'espace. Ils en ont, surtout dans la zone d'intervention du projet. Et nous avons fait l'inventaire de près de 1 million d'hectares et nous voyons qu'il y a encore de l'espace que ces collectivités pouvaient exploiter. Nous allons créer aussi des zones de chasse. Ça ne serait plus une chasse organisée où tout le monde se met dans la nature pour pouvoir chasser, mais nous allons délimiter des zones de chasse pour que les gens puissent vraiment chasser dans des zones spécifiques.